Vous avez bien progressé, mais vous sentez que vous calez. Les ouvertures, la tactique, les finales, vous avez réussi à bien le travailler, mais vous sentez que dans vos parties, vous avez du mal à planifier. Tout simplement, il faut que vous travailliez la stratégie. Souvent même, on est même un peu trop rigide par rapport aux principes fondamentaux. Cavalier au bord, c'est pas bien, les pions doublés, etc. Eh bien, j'ai le livre pour vous, Les secrets de la stratégie moderne aux échecs de John Watson, dans lequel il va vous expliquer pourquoi et comment s'affranchir des règles. On va commencer tout de suite par un exercice issu de ce livre, et on se retrouve tout de suite sur l'échiquier. Voici une position issue du tournoi des candidats de Zurich 1953, c'est une position qui est connue, une partie qui a été jouée entre Reshevsky avec les blancs et Petrosian avec les noirs. Donc vous faites pause et vous essayez de trouver le coup stratégique qu'a joué Petrosian dans cette position. Je vous donnerai la solution plus loin dans cette vidéo. En 1925, Aaron Nimzowitsch réussit le tour de force de consigner au sein d'un même livre les principes de base pour les débutants, ainsi que les concepts stratégiques les plus avancés de l'époque. Son livre, Mon système, c'est une référence pour tout joueur d'échecs doit l'avoir dans sa bibliothèque. D'ailleurs, si vous cherchez d'autres écrits, vous pouvez trouver dans la collection Olibris un livre sur le blocage. Donc la stratégie échiquienne a bien progressé depuis 1925, mais finalement sans que personne entreprenne un travail sur ces avancées, jusqu'à temps que John Watson relève le défi. John Watson, c'est un maître international américain, il a le titre depuis 1979, c'est également un auteur très apprécié. Il a écrit Maîtriser les ouvertures, que vous pouvez trouver chez Olibris, en 4 volumes, dans lequel il revient sur les avancées concernant les ouvertures. Le livre, Les secrets de la stratégie moderne aux échecs, a reçu le prix de livre de l'année aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre à sa sortie en 1999. Alors la première partie de son livre, John Watson reprend les concepts stratégiques de Nimzowitsch et regarde comment les maîtres contemporains les appliquent et même les améliorent. Dans une deuxième partie, il revient sur les concepts stratégiques modernes, le sacrifice de qualité positionnelle, la force et les faiblesses des fous, des cavaliers, etc. Mais toujours en regardant par rapport à la pratique des maîtres actuels. Donc ce livre, c'est pas un manuel, hein, c'est pas quelque chose qui va vous entraîner par exemple aux positions dame isolée ou cavalier contre fou. Il reprend les idées stratégiques différentes et il regarde à travers une approche plutôt d'un travail de recherche. Voilà, c'est plus un travail de recherche. Alors c'est évident que quand vous reprenez les exemples, en plus il y a beaucoup d'explications, etc., vous allez progresser en stratégie. C'est vraiment extrêmement profond, donc du coup vous l'avez compris, hein, cet ouvrage est adapté pour les forts joueurs. Déjà les forts joueurs de club, les experts ou les maîtres, chacun y trouvera son compte. Pour les entraîneurs, bien entendu, c'est vraiment toujours très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est son approche, c'est-à-dire pas de préjugés, pas d'idées reçues. C'est-à-dire que les principes fondamentaux, les principes de base, on doit les appliquer, mais on ne doit pas les mettre au rang de vérité absolue. C'est-à-dire que cavalier au bord, on entend souvent cavalier au bord, le cavalier, s'il doit passer par le bord pour aller chercher un avant-poste ou améliorer la position, il doit aller au bord. On entend souvent les pions doublés c'est mauvais. Les pions doublés c'est mauvais en finale, mais avant la finale, il y a le milieu de jeu. Donc c'est tout ça qui est intéressant dans son approche, et d'ailleurs il y a beaucoup de parties qui s'intitulent « Comment s'affranchir de la règle ». Alors vous imaginez que ça n'a pas été simple de faire le choix parmi toutes ces positions, de celles qui allaient servir d'exemple pour cette review. Beaucoup de chapitres, beaucoup de thèmes abordés, la prophylaxie, le dynamisme, les cavaliers, les fous, le centre, les idées modernes sur les ouvertures, enfin voilà, il balaye vraiment toutes les idées stratégiques nouvelles, etc. Donc ça c'est vraiment un livre exceptionnel pour cela. J'ai choisi moi de vous parler du sacrifice de qualité. Donc le sacrifice de qualité positionnel, celui qu'on ne peut pas vraiment calculer dans toutes ses variantes. C'est pas un sacrifice qui va nous permettre de gagner du matériel plus tard. Non, c'est vraiment un sacrifice où on va sacrifier la qualité en compensation. Ça peut être la paire de fous, un avant-poste pour un cavalier, etc. C'est ce qu'on va voir maintenant sur l'échiquier.
Donc nous allons parler du sacrifice de qualité. On parle bien ici de sacrifice de qualité positionnel. Pas un sacrifice de qualité qui permet de gagner du matériel ou alors une attaque de maths. On est vraiment dans... On va sacrifier une tour contre une pièce mineure en échange de compensation. Alors on peut avoir une compensation matérielle avec un pion, mais on peut également avoir une compensation par le fait qu'on va avoir une case forte, un pion passé, la paire de fous, plus d'espace, etc. Donc John Watson reprend bien l'évolution de ce sacrifice de qualité positionnelle. Il reprend tout d'abord ce qui a été fait avant 1930. Donc il y avait des parties de tarage de 1900, dans les années 1910, où il avait gagné avec une qualité de moins. Donc ça c'était connu, mais c'était plus sur la conduite de la partie, où de temps en temps ils avaient perdu la qualité, il fallait bien qu'ils se défendent. Et là ils trouvaient des compensations. Mais le fait que ça soit fait délibérément, on le trouve un petit peu plus tard. Et on le trouve notamment dans cette partie, qui est une position que l'on connaît quand on parle du sacrifice de qualité positionnelle. Cette partie entre Zelezniev et Alekhine qu'on trouve déjà en 1921. Voilà. Là c'est une évidence qu'ici Alekhine n'avait pas pu calculer jusqu'au bout ici. Il joue tour B4 et qu'est-ce qu'il va avoir en échange du sacrifice de cette qualité? Il va avoir un pion passé en B4, il va avoir une case forte en C5 où il va pouvoir y poster un cavalier, il a la paire de fous et il y a un pion arriéré en C4. On va pouvoir faire pression sur la colonne C. Donc voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez trouver la partie sur internet. Donc pour continuer à voir comment s'est déroulée la partie, en tous les cas Alekhine, après plusieurs rebondissements, a gagné la partie. Mais en tous les cas, on voit bien qu'ici il n'avait pas pu tout calculer. Donc on était bien sur des vraies compensations. Voilà, on va tout de suite passer à un autre exemple. Alors après Alekhine, on a trouvé d'autres joueurs bien sûr qui ont utilisé le sacrifice de qualité positionnelle. Dans les années 40, on le doit surtout à Botvinnik. Même si lui n'en a pas joué beaucoup, en tous les cas il a été le premier à dire qu'il fallait complètement réévaluer ce rapport matériel, le rapport de la qualité. Voilà, ça a été le premier. Et ensuite Petrosian, qui a son nom presque accolé au sacrifice de qualité positionnelle, on verra une position tout à l'heure. En tous les cas, dans les mêmes années, 1943, on voit la position qu'on a à l'écran. Panov avec les blancs, contre Simagine. On a une défense sicilienne, les rocs opposés. Donc maintenant, on sait à l'heure actuelle qu'il y a énormément de sacrifices positionnels de la tour sur le cavalier en C3, par exemple. Alors des sacrifices de qualité positionnelle et aussi des sacrifices tactiques. Mais ici, Simagine fait une conception vraiment moderne en jouant fou H8. Il laisse délibérément la qualité. Et là, on a un sacrifice de qualité qui amène même pas du tout une attaque, pas de renforcement de la position. C'est vraiment sur du long terme. Voilà, ce fou sur la grande diagonale, dans la sicilienne, c'est vraiment très important et on voit bien sûr l'influence que ça va avoir sur la case C3. Ici, Simagine a gagné. Voilà, pareil, je vous conseille d'aller voir cette partie sur les bases de données. En tous les cas, on a vraiment une conception moderne. Donc, Botvinnik, le premier à mettre en garde sur la vraie valeur de la qualité, et puis ensuite Petrosian, il a presque le brevet sur les sacrifices de qualité positionnelle. Donc nous voilà revenus sur l'exemple que je vous avais donné en exercice lors de l'introduction. On a une partie entre Reshevsky et Petrosian. Petrosian s'était fait vraiment expert du sacrifice de qualité positionnelle dans les positions dans lesquelles il était en difficulté. Voilà, pour avoir des compensations. Donc il avait vraiment une compréhension de ce sacrifice, si bien qu'on peut dire qu'il a déposé le brevet sur les sacrifices de qualité positionnelle. On va écouter ce qu'il dit de cette partie. Petrosian, il n'aimait pas sa position, parce que les blancs ici vont jouer H4, provoquer un affaiblissement du roc, puis le fou va se déployer via C1 pour prendre part à l'assaut. Il faudrait pouvoir amener le cavalier sur sa case idéale D5. Mais après cavalier à B8, avec l'idée D7 puis B6, ça autoriserait fou F3 et puis D5. Ça serait pas possible. Si on a un coup comme tour B7 pour essayer de mettre le cavalier en E7 pour le faire passer sur D5, eh bien on se heurterait à E6, voire même fou F3 également. On peut regarder cette petite variante. Et ici, la dame prend les deux tours en enfilade, et avec le pion, ça commence à être très compliqué, c'est même gagnant pour les blancs. Finalement, il se décida pour un coup si simple qu'il n'y avait aucun doute sur sa correction. Et dans la position initiale, eh bien, il a joué tour E6. Voilà. Il laisse la place pour le cavalier en E7, et ici, il va laisser
les blancs prendre la qualité. Donc là, on voit qu'on est rentré dans une autre dimension en termes de créativité ici. Donc le cavalier va bel et bien arriver sur D5. On va avoir un fou sur G6 qui n'aura pas de vis-à-vis, forcément, parce qu'on n'aura plus le fou de case blanche. Donc A4, donc rien ne presse, de toute façon la tour ne va pas bouger. Cavalier E7, et ici, finalement, Reshevsky prend fou, dame, F1, cavalier D5. Voilà ce que les blancs ils ont obtenu. Une très belle diagonale de H7 jusqu'à B1. Le cavalier est en D5, indélogeable, il est sur case blanche, il reste le fou de case noire. Ici, maintenant, les noirs vont essayer non plus qu'à tenir cette position. Donc on va voir les coups suivants. Doublement sur la colonne F, fou D3, on voit encore, un avant-poste pour un fou, qui est très bien placé, hein, ce fou est vraiment monstrueux. Est-ce qu'il vaut une tour? En tous les cas, c'est ce qu'a pensé Reshevsky, parce qu'il a tout de suite redonné la qualité. Voilà. Donc ici, finalement, ils ont gagné un pion, les blancs, mais le cavalier est nettement supérieur au fou de case noire ici. C'est la raison pour laquelle Petrosian va réussir à tenir la position. Je vous donne la fin de partie. C7, il y avait une attaque double sur le pion. Attaque double. Et puis ici, le pion B compense le pion A. Voilà ce qu'a donné Bronstein. Il disait que ici, si les noirs maintiennent cette position, c'est parce que le cavalier est nettement meilleur que le fou ici. Et la nulle a été contenue entre les deux protagonistes. Donc vraiment, une conception vraiment très intéressante de défense. Voilà, j'en arrête là avec les exemples de sacrifices de qualité positionnelle. Bien sûr, lui, John Watson, ne s'arrête pas là. On a encore une dizaine d'exemples dans lesquels il va continuer tout au long du XXe siècle pour arriver sur des parties de Kasparov, Kramnik, etc. Donc vraiment, travail d'une qualité extraordinaire de la part de John Watson. Bon, vous l'avez compris, j'adore tout particulièrement ce livre. Pour moi, c'est un must. Je l'avais déjà en anglais. C'est pas anodin s'il a été élu livre de l'année en 1999, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. Olibris nous permet de l'avoir en langue française et c'est un livre exceptionnel. Est-ce que John Watson a réussi son objectif? Oui, à 2000%. Il a vraiment fait un travail de recherche absolument phénoménal, un nombre de positions très riche sur le XXe siècle. Donc vraiment, je recommande tout particulièrement son livre. Il n'est pas adapté aux débutants, hein. C'est vraiment, il faut déjà être en costaud, on va dire, un fort joueur de club qui veut progresser en stratégie, les experts, les maîtres et bien sûr les entraîneurs. Les secrets de la stratégie moderne aux échecs, je vous le recommande tout particulièrement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.